Pour démarrer ce numéro inédit de Must, on voulait vous partager le discours d'une femme qui avait la conviction d'une femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Inutile de vous demander qui intervient au pupitre de l'Assemblée nationale, puisque vous avez tous reconnu l'essentiel Simone Veil, symbole en français du combat pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, sans qui nous n'aurions jamais pu démarrer cette émission, et grâce à qui cette semaine est devenue historique pour la France et pour le monde. Et oui, votre podcast Historique Must fait son grand retour ce soir. Un an quasi jour pour jour après la grande histoire de la libération des droits homosexuels, nous sommes de retour pour vous raconter une nouvelle histoire. Et quelle histoire! Je dirais même, quelles histoires! Avec plusieurs S. En effet, ce soir ce n'est pas une, mais 4 histoires que l'on va vous raconter avec Maëva la Queen. Et pour fêter cette 113e journée internationale des droits de la femme aujourd'hui même, nous vous proposons un must un peu particulier. Vous auriez pu vous attendre à un podcast sur l'histoire des droits de la femme en France et dans le monde. Mais sur ETV, on a décidé d'être plus original et d'ouvrir encore plus le champ des possibles. Réduire les femmes à leur seul combat pour la lutte de leurs propres droits serait un petit peu malvenu, d'autant plus que les femmes dont nous allons parler, elles, se sont battues pour la cause d'un monde libre, composé de femmes et d'hommes. Ce soir, vous l'avez compris, on vous raconte des batailles menées par des femmes qui sont souvent parties de loin, ou de pas grand-chose, et qui ont fait de leur vie un destin sensationnel et porteur de causes puissantes. Ces femmes, elles s'appellent Joséphine Baker, Simone Veil, Diana Spencer ou encore Lynn Renault, et sans elle, le monde de l'an 2000 n'aurait pas la face qu'il a connue. Sida, IVG, résistance, ces femmes qui ont changé le XXe siècle. C'est un podcast de Must, raconté par Aurélien Godet-Leray, le King. Et par Maëva la Queen. Avant de rentrer de plein pied dans les vies de nos héroïnes du jour, parlons de la journée internationale des droits de la femme. Bah oui, ce serait quand même dommage de sortir un podcast aujourd'hui même, 8 mars 2024, sans même parler de l'événement. Alors première question la Queen, aussi bien basique qu'essentielle. Pourquoi existe-t-il une journée de la femme ? Ah c'est vrai ça, 8 mars, journée de la femme, alors pourquoi ? Est-ce qu'il existe une journée de la femme ? La première réponse que j'ai envie de dire tout naturellement, c'est « pourquoi pas ?» C'est vrai, dans un monde où les discriminations entre les femmes et les hommes pleuvent, il n'est pas trop d'avoir une journée pour penser aux droits des femmes, même si c'est toute l'année que cette histoire devrait être l'affaire de tous. La seconde réponse, on la trouve dans l'histoire, et ça tombe bien, c'est le principe de cette émission. La première hypothèse donnée par l'ONU nous ramène au 8 mars 1857, aux États-Unis, où l'ONU nous raconte que pour la première fois, des femmes ouvrières descendent dans la rue pour leurs revendications. Et c'est tout ? Bon, j'avoue, c'est un peu bâclé mon explication. Mais à l'époque, aucun écrit ne relate l'événement et donc ne passe pas forcément à la postérité. L'histoire du 8 mars est davantage liée à un événement qui s'est passé chez les Russes. Nous sommes donc toujours le 8 mars, mais en 1917, cette fois, à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Petrograd à l'époque. Sur le même principe qu'aux US, des femmes descendent dans la rue pour réclamer la paix et du pain au tsar. La date ne vous a pas échappé, nous sommes en pleine guerre mondiale. Et les femmes restées au pays pour travailler à la place des hommes commencent à manquer de vivres et en ont juste marre de cette guerre, tout simplement. Pour les plus experts en histoire d'entre vous, cette manifestation signe le début de la Révolution de février. Oui, la Révolution de février, mais en mars. Bon, pour faire court. Le calendrier russe de l'époque est resté sur ce qu'on appelle le calendrier julien, qui est un ancien calendrier. Ils étaient encore comme ça en début du XXe siècle. En France, nous on a changé de calendrier depuis 1500 et des brouettes, autant vous dire que la Russie a un petit peu de retard. Toujours est-il que l'issue de cette révolution sera fatale
pour le règne du tsar Nicolas II puisqu'il abdiquera une semaine plus tard, laissant place à une république russe. Les femmes devront attendre encore quelques temps pour la paix. En revanche, grâce à cette nouvelle république, elles obtiennent en 1917 le droit de vote. Merci mesdames, grâce à vous, on a notre date. J'ai dit il y a quelques minutes en début d'émission que cette journée internationale du droit de la femme en 2024 c'était la 113e. Alors si vous êtes un petit peu malin, vous vous apercevrez assez vite que le compte n'y est pas du tout. Il y a plus de journées de la femme que d'années qui séparent nos deux dates à aujourd'hui. Là encore, il y a une explication logique et on retourne aux États-Unis faire un petit tour pour comprendre un peu mieux la naissance de l'événement. Quelques années avant ce qu'il s'est passé en Russie en 1917, les femmes ouvrières des États-Unis, elles aussi, descendent dans la rue tant qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent et elles veulent se faire entendre. C'est le même cas pour les suffragettes en 1903 au Royaume-Uni qui se font entendre, mais c'est plus précisément en 1909 aux US que les choses vont bouger. Le mouvement socialiste souhaite instaurer une journée dédiée aux femmes pour qu'elles puissent descendre dans la rue, se faire entendre sur leurs diverses revendications. L'idée d'un dimanche de février est évoquée dans le but que, ce jour-là, le pays entier qui ne travaille pas se tourne un temps sur la condition des ouvrières. Un an plus tard, 1910, à Copenhague, la Conférence internationale des femmes socialistes souhaite diffuser cette journée de la femme à l'international à l'initiative de Clara Zetkin. C'est ainsi que l'Institution des femmes socialistes fête leur première journée de la femme le 19 mars 1911. Alors l'idée de cette journée de la femme n'est pas encore appréciée par tous pour des raisons machistes que l'on connaît bien, qui sont tristement évidentes, et le chemin va être encore long. Il faudra attendre les années 70 pour que la journée des droits des femmes soit instaurée officiellement partout et pas simplement en Russie où elle est même chômée. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée des droits des femmes. En France, c'est Mitterrand en 1982 qui, grâce au mouvement de libération des femmes, instaure la date du 8 mars pour célébrer les combats des femmes. Est-ce que tout de même, pour beaucoup de gens, car nous avons ici deux représentantes du MLF, Jacqueline Zag, c'est vous, autres du MLF qui avez lancé l'histoire du 8 mars, est-ce que ce n'est pas un peu l'image que vous avez donnée de vous dans le grand public, c'est-à-dire des femmes assez violentes, à la limite de l'hystérie, qui réclamaient la castration de tous les hommes? Non, je crois que c'est l'image que les médias, oui, c'est-à-dire que des gens comme vous, ont voulu donner du MLF. Moi, je ne me sens pas responsable. Non, je ne dis pas vous en personne, mais oui, les médias, c'est-à-dire des agents qui avaient tout à fait intérêt à ce que le MLF apparaisse comme ces castratrices, un peu virago, un peu benoîte. Mais ceci dit, moi je n'ai pas vu le film, alors je ne peux pas dire comme Anne Zelensky que c'était... le film. Mais enfin, abandonnons le film, mais quel est l'intérêt de vouloir répéter cette image des femmes, alors que vous savez, comme tous les téléspectateurs qui regardent, qu'il y a maintenant des mouvements de libération des femmes dans tous les pays, c'est-à-dire des femmes qui existent, qui disent que les femmes, ça existe, qu'il y a des femmes, que ça n'est pas ça, et que les femmes sont fortes. Et parce qu'elles sont fortes, ce n'est pas comme justement dans le premier film dont vous avez parlé, ce n'est pas parce qu'elles sont fortes que ça va priver des hommes. Elles sont fortes, ça n'enlève rien à personne, ça apporte. Ah là 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 là, ces fameuses archives de l'INA. Il y en aura dans cette émission, moi je ne m'en lasse jamais d'écouter des questions de journalistes absolument abrutis, pathétiques, voire vulgaires, et des réponses qui sont quand même au rendez-vous. En tout cas, la première journée de la femme en France, elle fait débat, mais elle a su s'accommoder de tout cela puisqu'elle est désormais fêtée tous les 8 mars, comme aujourd'hui. D'ailleurs, un point commun concerne toutes nos héroïnes du jour, c'est qu'à leur naissance, aucune d'entre elles n'a connu ou n'a vécu de journée de la femme. Et certaines d'entre elles, malheureusement, n'auront même jamais l'occasion d'en vivre une comme on peut en vivre aujourd'hui. Maintenant que nous sommes un peu plus éclairés sur le sujet de la journée des droits des femmes, je vous propose tout de suite d'ouvrir le premier chapitre de cette émission. Entendez un peu cette musique de Charleston tout droit venue des années 20, car notre première invitée de Must a fait mieux que l'entendre. Elle a dansé dessus un Charleston endiablé devant des salles combles
Pendant les années folles, une femme noire aux cheveux courts, à la ceinture de banane et aux gigantesques plumes noires, vous êtes obligé de la reconnaître. Il s'agit bien sûr de Joséphine Baker. Nous sommes donc dans les années 20, il y a tout juste 100 ans. La Première Guerre mondiale est terminée, elle a été remportée par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, laissant leurs copains allemands dans un triste état. Mais aux États-Unis et en France, on fait la fête, on s'amuse, on danse, on découvre des nouveaux arts, des nouveaux courants artistiques. En somme, on est content, on a de l'argent. Cette période de l'entre-deux-guerres, précisément dans les années 20, s'appelle d'ailleurs justement les années folles. Vous avez peut-être entendu parler de cette incroyable époque à la Gatsby le Magnifique où se découvrait la radio, les danses venues d'ailleurs, le smoking, le cinéma, le nu aussi. Le monde a besoin de se retrouver, de profiter des plaisirs nouveaux de la vie après la guerre et avant une seconde plus meurtrière, d'où le terme des années folles. C'est précisément dans ce contexte qu'arrive Joséphine en France. Nous sommes en 1925, il y a 99 ans. Joséphine est déjà une danseuse émérite aux USA avec sa troupe. C'est d'ailleurs grâce à ses danses et son travail qu'un certain Donald Reagan lui propose un travail en France pour un projet inédit. On lui propose une rémunération à hauteur de $250 par semaine. Je me permets de vous faire le calcul quand même, si on ajoute un siècle d'inflation et une conversion en euros, cela représente une petite semaine à un peu plus de 4000 balles en 2024. De quoi donner des envies de faire du Charleston sur une scène. Si ce n'est que le salaire qui vous choque, rappelons que nous sommes au début du XXe siècle et miser sur une danseuse noire très peu vêtue sur scène, c'est presque du suicide pour Reagan. Mais banco, Joséphine accepte de rejoindre le projet et embarque pour un paquebot avec sa troupe direction Paris. Depuis la fin de la Première Guerre, le jazz a fait son apparition en France. Il est apprécié comme la musique dite noire venue des US. Et ça tombe bien, c'est tout l'objectif de la Revue Nègre. Oui, la Revue Nègre, c'est le nom du spectacle qui se prépare dans le théâtre des Champs-Élysées. Joséphine a 2 semaines pour répéter sa première partie et lors du grand soir, à la grande première du 2 octobre 1925, la salle est pleine à craquer. On y voit alors notre Joséphine danser son célèbre Charleston presque nue dans un décor de savane. Alors, comme vous, j'y ai vu au départ un gros racisme. Déjà que ça s'appelle la Revue Nègre, c'est vraiment à peine dissimulé cette histoire. Mais en réalité, selon Joséphine, le message qu'elle veut faire passer est tout le contraire. En s'exprimant de la sorte sur scène, Joséphine se moque des Blancs, du racisme et de la manière dont ils géraient et pensaient les colonies. En utilisant ce qu'elle sait faire de mieux, la danse, elle bouscule une pensée et des actions qu'elle estime désuètes, comme justement la colonisation ou l'esclavage. Tout ça à seulement 19 ans. Vous faisiez ça vous à 19 ans ? Moi pas perso. Joséphine continuera à faire parler d'elle dans tout Paris, du théâtre des Champs-Élysées aux Folies Bergères qu'elle rejoindra en 1927. Elle aime cette ville de Paris qui lui offre de très nombreuses opportunités en danse. Au cinéma, elle devient aussi égérie, chose impensable pour une femme noire aux États-Unis. Elle est tombée amoureuse de la capitale, et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai 2 amours, mon pays Paris, toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensole c'est Paris, Paris tout entier, le voir un jour. Malheureusement, les années folles ne vont pas durer longtemps. Passé cette grande période de fête, le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre totalement et comme dirait la mère Flo, c'est la mort du petit cheval. Les monnaies perdent toute leur valeur, les investissements sont à l'arrêt, le chômage explose, et ce, au départ à New York, mais dans tous les pays ayant donc de près ou de loin un lien avec les États-Unis. En France, la sentence est la même, et avec le chômage, s'accompagne le délogement, et de nombreux SDF errent dans les rues de Paris. Des soupes populaires bien chaudes sont alors distribuées.
Et devinez pas qui vient prêter main forte aux bénévoles. Notre bien-aimée Joséphine Baker. Sa célébrité et son image ne vont pas effrayer la jeune femme qui vient en aide et au contact des plus démunis. Elle devient même marraine du pot-au-feu des vieux, œuvre charitable qui offre, vous l'avez compris, des pot-au-feu aux personnes âgées. Mais ça vous rappelle pas une association qui distribue des produits alimentaires et qui est aidée par une troupe d'artistes qui font un concert une fois par an, diffusé en mars à la télévision? Et oui, notre Joséphine Baker est la marraine de ce qu'on peut appeler l'ancêtre des Restos du Cœur. Incroyable anecdote, non? Bon, même avec la meilleure volonté du monde, personne n'a pu éviter la montée en puissance de l'extrême droite qui aime surfer sur la haine et la peur des gens. Et c'est comme ça qu'on crée des dictatures et que la Seconde Guerre sonne ses débuts dès septembre 1939 après 10 ans de tensions mondiales économiques, sociales et politiques. Joséphine est de retour en France depuis quelques années après un passage raté dans son pays natal. La guerre démarre donc, et Joséphine étant mariée à un juif français, a vite fait choisir son camp face au racisme et au nazisme. Dès septembre 1939, Joséphine cherche à s'impliquer d'une manière ou d'une autre pour aider la France, et elle va choisir la voie de la discrétion. Qui l'eût cru qu'une artiste aussi extravagante qu'elle s'engage dans des missions de contre-espionnage aux côtés de Jacques Apthey. La notoriété de Joséphine lui permet notamment de laisser traîner ses oreilles lors de grandes réceptions, notamment à l'ambassade d'Italie pendant la période de cette drôle de guerre. Et à côté de ça, elle se tiendra également dans les rangs de la Croix-Rouge, venant en aide aux civils et aux soldats. Et ces petits vénards de Français postés près de la ligne Maginot auront le droit à des spectacles pour soutenir et motiver les troupes. C'est quand même pas mal. Lorsque la France chute et tombe dans les mains de l'ennemi nazi, Joséphine se réfugie au château des Mille-Mandes. C'est en Dordogne, donc du côté libre de la France, fraîchement découpée en deux par l'occupant. Hors de question pour le duo Apthey-Baker de se résoudre à accepter la défaite et la future collaboration. L'appel du général de Gaulle depuis Londres est tantôt entendu, tantôt répété, pour au final que les Français comprennent qu'un mouvement de résistance extérieure est mis en place pour libérer la France. Alors à l'intérieur du pays, la résistance commence aussi à se mettre en place, même si la dénonciation est un petit peu devenue un sport national pour certains connards. Le duo se met en route pour le Portugal en vue d'établir un réseau. Joséphine Baker use de son charme mondial face aux crédules allemands et passe les frontières sans même qu'ils ne la fouillent. Qui oserait douter de la sincérité d'un rayon de soleil comme Joséphine Baker? Et pourtant, si elle avait été fouillée comme tous les autres civils, les Boches auraient découvert des informations codées, des photographies accrochées au soutien-gorge. Toute la guerre durant, l'artiste et l'espion rallieront Londres, Marrakech et Lisbonne pour partager l'esprit de la France libre, aider à faire passer des messages. Mais elle n'oublie pas la scène, son premier amour, où elle se produit pour les soldats. Mais plus fort encore, Joséphine est détentrice d'un brevet de pilote aéronautique lui permettant de s'engager du côté des forces aériennes de la guerre. Après la guerre, le travail de Joséphine sera grandement reconnu pour les risques qu'elle a encourus envers elle-même. Elle sera décorée notamment de la chevalière de la Légion d'honneur en 1961, de la Croix de guerre 39-45, palme de bronze la même année, de la médaille de la Résistance en 1946, et c'est d'ailleurs à cette occasion que les Français découvriront davantage ces actions qui auront contribué à la libération. C'est donc à l'âge de 40 ans que Joséphine Baker devient une héroïne française avec cette première et symbolique médaille. Elle passera et finira justement sa vie en France, dans ce pays qui lui a tant donné et à qui elle a tant apporté. Avec son avant-dernier mari, elle accueillera dans son château de Dordogne sa tribu arc-en-ciel. Un dernier tacle au régime raciste, en montrant au monde entier qu'une famille peut que se constituer d'enfants venant de tous horizons. C'est ainsi qu'elle construit sa famille autour d'enfants adoptés venant de France, du Maroc, de Corée, du Japon, de Colombie, de Finlande, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Venezuela. Joséphine Baker nous quitte le 12 avril 1975 dans un coma profond qui fait suite à une hémorragie cérébrale. Elle quitte ce monde à l'âge de 68 ans et laisse derrière elle une figure incontournable du siècle. Les Français, reconnaissants, lui offrent des honneurs dignes de ce nom à sa mort. Elle reçoit les honneurs militaires en hommage à ses actions pendant la Grande Guerre et elle est enterrée dans le cimetière de Monaco.
en tout cas pour quelques bonnes décennies durant. Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse. Noire défendant les Noirs, mais d'abord femme défendant le genre humain. Américaine et française. Joséphine Baker mena tant de combats avec liberté, légèreté, gaieté. En 2021, Joséphine refait parler d'elle avec une rumeur intéressante. Son corps sera inhumé au prestigieux Panthéon. Rumeur confirmée le 23 août par l'Élysée qui choisit la date du 30 novembre pour son entrée. Une date plus que symbolique puisque c'est l'anniversaire de sa naturalisation française de 1937. Joséphine entre donc symboliquement au Panthéon. Symboliquement seulement puisque ses méandres restent au cimetière de Monaco. C'est un tombeau vide qui entre côtoyer les plus grands comme Victor Hugo, Émile Zola ou encore Marie Curie entre autres. Joséphine Baker devient officiellement la première femme noire à entrer dans le mausolée le plus prestigieux de Paris. Joséphine Baker née Freda MacDonald, 68 ans, dont 49 au service de la culture et de la libération de la France sous tous ses angles. La plus française des Américaines, à qui l'on doit tellement dans la culture afro en France. Figure emblématique des années folles et plus française que certains Français. Merci madame. Passons maintenant à une autre Française victime de la guerre et qui revient de loin. Votre mari dit de vous, on ne la force jamais à dire ce qu'elle ne veut pas dire et pas davantage à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Alors moi, je vais quand même vous demander quelque chose pour conclure. Je vous ai toujours connu avec un chignon. Est-ce que si je vous demandais maintenant, étant donné qu'on est dans cette phase de séduction, de charme, etc., c'est vrai qu'une femme à cheveux longs est toujours différente d'une femme à chignon. Si je vous demandais de défaire votre chignon, est-ce que vous le feriez? Bien sûr. Alors je vous le demande. Voilà, tout de suite, si vous voulez. Je n'ai pas toujours eu les cheveux longs et je regrette beaucoup d'avoir les cheveux longs. J'ai les cheveux longs depuis que je suis ministre, enfin j'ai commencé à les laisser pousser à ce moment-là, parce que c'était beaucoup plus facile de se recoiffer quand on est en voyage tout le temps et qu'il faut être pratiquement présentable. Sinon il faut pouvoir aller chez le coiffeur tous les jours, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas facile. C'est la première fois peut-être qu'on va vous voir à la télé avec les cheveux longs. Oui, je crois. Hein je suis ravi. Ça m'est égal. Je suis tout à fait... Moi, ça m'est égal, j'aime bien avoir les cheveux... Je suis tout à fait ravi. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux tout de même à des restaurants. Je me souviens une fois comme ça aux États-Unis, où j'étais d'ailleurs en déplacement officiel, et j'ai voulu aller me faire un chignon chez le coiffeur pour être recoiffée pendant le voyage. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Et je n'ai pas pu trouver de coiffeur qui sache faire les chignons. Il n'a pas pu. Il m'a dit je ne peux pas. Alors j'avais qu'une chose à faire, c'était accepter. 29 juillet 1986. Citez-moi une autre femme que Simone Veil capable de défaire son chignon à la télévision et que cela devienne un extrait cultissime de la télévision française. Vous ne voyez pas les images et pourtant je mets un billet sur le fait que vous ayez suivi les images en direct depuis vos souvenirs dans votre tête. Une séquence à l'image de Simone Veil, notre deuxième invitée de ce soir, unique. Une femme la tête sur les épaules après une vie qui commençait quand même plutôt mal, vie que nous allons vous raconter dans ce second chapitre de Must. La charmante famille Jacob vit à Nice. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, comme nous l'avons vu avec Joséphine Baker. Nice, ville au sud de la France, est donc en pleine zone libre. Enfin libre, pour un temps seulement. En effet, car à partir de novembre 1942, les Allemands passent la ligne de démarcation et occupent désormais le pays tout entier. Enfin, encore une fois, presque tout le pays, puisqu'une partie de la France est donnée en gestion aux Italiens, et, dans leur malheur, si j'ose dire, toute la partie sud-est subit une occupation italienne qui n'applique pas les lois anti-juives du Reich, mais ça ne va pas durer. Septembre 1943, branle-bas de combat. L'Italie signe l'armistice avec les Alliés, ouvrant la porte grande ouverte à une occupation désormais totale du pays et une application immédiate de ces lois racistes. Sentant le vent tourner, en novembre, les parents de Simone, André et Yvonne Jacob se procurent des faux papiers en cas de contrôle. Elle arrête le lycée par la même occasion. Mais hors de question pour elle de ne pas passer le bac, si cher à ses yeux. Elle le passe donc en mars 1944, à l'aube d'un instant tragique de sa vie et de l'histoire. Elle passe son bac avec succès, mais elle ne le saura que plus d'1 an plus tard,
puisqu'au lendemain des épreuves, elle est contrôlée dans le centre de Nice. Problème, les Boches reconnaissent que ces papiers sont falsifiés. Dans les heures qui suivent, la famille Jacob tombe entre les mains de la Gestapo. La famille va connaître un tragique destin. Comme de nombreux juifs arrêtés à l'époque, tous seront amenés dans un premier temps dans le camp de Drancy, situé dans l'actuelle Seine-Saint-Denis, à côté de Paris. Ce groupe d'habitation sera utilisé comme plaque tournante de la déportation depuis la France. La macabre organisation du camp est faite de sorte à ce que les personnes n'y restent pas longtemps. Juste le temps de savoir où ces martyrs vont être déportés. Ironie du sort, à la Libération, ce même camp sera utilisé pour concentrer les collabos. C'est un peu l'arroseur arrosé. Toujours est-il que le 13 avril 1944, 2 semaines après leur arrivée à Drancy, les femmes de la famille, Yvonne, Madeleine et Simone, quittent Drancy pour le camp tristement célèbre d'Auschwitz-Birkenau. Parmi ces femmes, Denise, une des sœurs, manque à l'appel. Elle est engagée en résistance et sera attrapée plus tard pour ce motif. Les hommes de la famille ne rentreront jamais à Nice, et Simone ne reverra jamais son père André et son frère Jean, ni vivants, ni morts. Le sort réservé à ces juifs est terrible. Du jour au lendemain, en quelques heures, leur vie tranquille et paisible n'est plus. Ils deviennent des animaux. Ou même moins que cela, on oserait traiter des bêtes ainsi. À son arrivée au camp, Simone, comme tous les autres, perd son identité au profit d'un matricule. Celui-ci restera certainement le numéro le plus célèbre des camps, le 78 651. Ce numéro, tatoué sur le bras, lui permet d'être sélectionné pour travailler dans les camps. Vous vous rappelez votre arrivée à Auschwitz? Ah oui, ça oui. Ça oui. Ah oui, c'était au milieu de la nuit. Oui, il doit être, je sais pas, 1h du matin, enfin. Le train s'arrête brusquement. Très vite, les portières s'ouvrent, puisque ce sont des wagons à bestiaux. Des gens en pyjama avec rayés qui se précipitent et qui nous font sortir très vite, les aboiements de chiens, cet éclairage très, très dur du fait qu'il y a sur le quai ces lampes projetées vers, enfin la lumière projetée vers les wagons, et puis une sortie très très rapide des wagons avec ces bagnards, puisque pour nous ils sont habillés comme des bagnards, et qui nous font sortir des trains, les chiens qui aboient, et nous font mettre enfin tout ça se passe très très vite. Je crois que c'est une question de dignité. Je crois que c'est parce que ce qu'était le camp, qui était cette volonté d'humiliation. Moi, je dis toujours, cette volonté tout le monde, mais c'est le sentiment qu'on a tous, je crois. En mentant sur son âge, comme on lui a conseillé, elle se fait passer pour une majeure apte au travail et évite une extermination sûre, sort réservé à ceux qui ne servent à rien, selon les Boches. À Auschwitz-Birkenau, mère et fille se retrouvent dans une sorte de grand hangar en bois qui sert de dortoir, un campement de fortune froid, humide, dans les pires conditions réunies dans lesquelles on ne vit pas, mais où on survit. Les déportés sont tous mal en point. Beaucoup d'entre eux meurent à cause de ces terribles conditions, ou bien des mains des Boches. C'est qu'on a eu faim, on a eu soif, on a eu froid, horriblement froid. On avait sommeil. Moi, le sommeil, ça m'apparaît être une chose terrible, parce que les derniers jours avant la libération de Bergen-Belsen, je travaillais à la cuisine, on rentrait, même pas, on dormait pas de la nuit, enfin c'était terrible, le manque de sommeil. Moi je dormais en marchant. Mais l'humiliation, c'était la chose qui était voulue en plus, gratuite. Donc, par exemple, au moment où on allait se mettre à manger, on pensait, le SS donnait un coup de pied dans le bol dans lequel on était censé manger. Alors, où on mangeait pas, on ramassait ce qui était par terre. Enfin, et tout le temps. C'était une humiliation permanente. Au cours de son périple tortionnaire,
Simone, sa sœur Madeleine et leur mère Yvonne passeront par Auschwitz et Bobrek avant d'entamer une marche de la mort pour repasser dans de nombreux camps pour fuir bien malgré eux l'avancée de l'armée rouge qui découvre au fur et à mesure l'enfer des camps vides. Il devient de plus en plus urgent pour le monde entier de finir avec ces camps de la mort. En 1945, après un an de séquestration, les femmes Jacob sont à Bergen-Belsen, l'un des derniers camps restants dans une Allemagne nazie en proie à la défaite cuisante. La libération des camps n'est plus pour très longtemps, mais cela ne suffira pas pour de nombreux martyrs, comme la mère de Simone, Yvonne Jacob, qui succombe du typhus en mars 1945 devant ses filles. Madeleine, elle aussi, est durement atteinte de la maladie et manque d'en mourir. Mais fort heureusement, les troupes britanniques viennent à leur rescousse le 15 avril 1945, après un an de séquestration pour la seule raison d'être juifs. Simone et Madeleine ressortent comme seules survivantes de leur famille, avec Denise, la résistante, qui reviendra du camp de Ravensbrück vivante. Alors qu'elle revient de loin, de très très loin, Simone, comme tous les juifs et déportés de cette guerre, est condamnée au silence. Alors que dans la rue, on célèbre les résistants, les Américains, De Gaulle, on chasse les collabos, on prépare les procès pour ceux qui ont tenté d'assassiner la liberté. Mais les déportés dans tout ça, les juifs, les homosexuels, les opposants politiques, les handicapés, silence radio. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce qu'on a honte, bien sûr. La France, Pétain, a été complice de ce terrible drame. Le bras droit d'Hitler dans cette volonté d'exterminer les juifs. Comment exprimer l'innommable ? Eh bien, en ne l'exprimant pas. Il faut maintenant pour Simone et tous ceux qui sont rentrés de l'horreur reprendre sa vie, reprendre une vie, tenter de reprendre quelque chose. En rentrant en France, Simone apprend qu'elle a obtenu son bac. Elle sera la seule de sa promotion et comme point de départ du premier jour du reste de sa vie, cela lui permet de rejoindre la fac de droit de Paris dès 1945, où elle rencontrera un certain Antoine Weil. Le coup de foudre en 1945, le mariage en 1946 et une décision plus qu'étonnante survint juste ensuite. Simone et Antoine vont s'en aller vivre à Stuttgart, en Allemagne. Antoine commence sa carrière dans un Stuttgart occupé par les États-Unis après la victoire de 1945. L'État allemand n'existe plus. Explication. Pour éradiquer le nazisme qui a gangréné l'Europe, la solution selon les victorieux alliés est la suivante. Occuper l'endroit d'où tout est parti, c'est-à-dire l'Allemagne. Le territoire est alors découpé en 4 zones gérées par les 4 États victorieux. Grande-Bretagne, France, États-Unis, URSS. Alors lorsque Simone et Antoine arrivent dans leur nouvelle ville, ils sont en territoire américain. Mais Simone fait déjà la distinction entre le nazisme et la plupart du peuple allemand qui n'a pas pris part à cette guerre et qui est, à sa manière, un petit peu victime aussi de cette guerre. Et en cela, Simone est pionnière de l'amitié franco-allemande et de la paix en Europe. Elle boucle très très vite ses grandes études. Elle boucle ses très grandes études de droit. Le temps pour moi de vous amener avec Maëva Laquine vers le combat le plus cher de sa vie, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, et je crois qu'on va encore avoir besoin d'un contexte. Au début des années 70, l'avortement, quel qu'il soit, est interdit en France, et toute femme ou tout médecin qui a un lien de près ou de loin avec cette pratique remporte un procès. La meilleure solution pour un avortement est encore de le faire clandestinement. Mais les conditions réunies pour cela ne sont pas idéales, vous vous en doutez. Le 5 avril 71, premier coup de tonnerre avec le manifeste des 373. Imaginez un peu le courage de 373 femmes qui signent une tribune indiquant qu'elles aussi se sont faites avorter, parmi lesquelles des stars de l'époque comme Catherine Deneuve, Agnès Varda, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, qui a d'ailleurs rédigé elle-même ce manifeste, ou encore Micheline Pressl, qui nous a quittés le 21 février dernier. 373 qui mettent en péril leur carrière et leur vie, mais pas autant que celle du procès Bobigny. Octobre 72 à Bobigny, un procès retentissant dans la France entière s'ouvre. 5 femmes sont présentées à un juge pour le seul motif qui est, pour 4 d'entre elles, d'avoir aidé la 5e à avorter. La 5e en question, Marie-Claire Chevalier, est une jeune femme mineure au moment des faits,
Elle a été violée 1 an auparavant par un garçon de son lycée et tombe enceinte à l'âge de 16 ans. La mère, tentant d'aider sa fille, va se retrouver embourbée dans cette sale affaire, car, viol ou pas, sa fille est en dehors du cadre légal. Marie-Claire subit des pratiques abortives coûteuses et douloureuses, puisqu'elles la conduiront même à l'hôpital pour hémorragie. Le tout se fait dans la plus grande discrétion, oblige, jusqu'à ce que le violeur de Marie-Claire la dénonce pour avortement illégal. Un sacré bouc celui-là quand même. C'est la double peine pour Marie-Claire et sa maman qui sont mises en examen. La presse relaie très largement cette histoire qui bouleverse la France. Et à l'issue du procès, Marie-Claire est acquittée grâce à l'avocate Gisèle Halimi qui devient, au passage, une pionnière dans la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps, pour le droit des femmes tout court finalement. Une première victoire et un tournant dans l'histoire du droit à l'avortement en France. Mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République française. Il nomme Jacques Chirac au poste de Premier ministre, qui lui-même convoque Simone Veil pour devenir ministre de la Santé en charge de porter sur les épaules un projet de loi encadrant l'IVG, la fameuse loi Veil. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Ma chère Queen, quelques extraits de Lina? Avec grand plaisir, tu me prends par les sentiments, Aurel. Qu'est-ce que tu me réserves aujourd'hui? Alors écoute, à la base, j'étais parti pour les réacs de l'Assemblée nationale. Mais comme on les voit déjà un peu tous les jours à la télé, pas très original. Alors, le bon vieux micro-trottoir sur l'avis du peuple sur l'IVG, moi je dis, c'est intéressant. Ah, je prends. Retour donc en 74, en plein débat de la loi Veil, pour découvrir des prises de position vieille France, mais certaines aussi avant-gardistes et féministes. C'est pour nous, c'est cadeau. Pardon madame, excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Oh, moi je suis jeune fille, je ne veux pas savoir de rien du tout moi là-dedans. Mais il est question de changer la oui, loi. Moi ça m'est égal. Écoutez, on ne doit pas tuer quelqu'un, et c'est tout. On ne tue pas, quand c'est fait, c'est fait. Vous pensez que c'est un crime d'avorter? Oui, exactement. Bah, oui, vous êtes dans et vous, monsieur? Eh ben, moi aussi, parce que le monde, il n'y en a pas de trop. Voilà. Il n'y en a pas de trop. Les ceux qui font disparaître, ben, c'est presque un crime. Il y a une loi. Il y en a de 1920, elle est de mon âge, alors on est très bien. Pourquoi? Je suis pour, parce que j'en ai eu beaucoup et puis ça suffit maintenant, je suis fatiguée des gosses. Si vous aviez pu avorter, est-ce que vous l'auriez fait? Ah, si je l'ai fait déjà, c'est pas que je l'ai fait. Est-ce que vous n'avez fait plusieurs fois et je suis bien contente.
Parce que trop de gosses comme ça, c'est pas... Combien d'enfants avez-vous? Maintenant, j'en ai 5, mais j'en avais eu 8. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez risqué votre vie en avortant dans de mauvaises conditions? Oh, quand on est dans ces moments-là, on pense pas à rien. On est content d'être soulagé, mais il y en a que ça plaît pas. Par exemple, mon voisin, il a 10 gosses, il est bien content. D'abord, comment ça se fait? Alors, tant qu'à faire, le faire légalement que de le faire en cachette. Je vais vous dire qu'on castre les hommes, c'est beaucoup mieux. Vous êtes pour la castration? Exactement, madame. Pour la castration. Oui, parfaitement. Parce que comme ça, il n'y a pas d'enfants, on ne les tue pas comme ça. Ben oui, on ne les tue pas, vous comprenez? Mais je vous garantis que c'est vrai. Moi, je suis pour. Vous êtes pour l'avortement? Oui, certainement. Pourquoi, madame? Parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la Terre. Alors, mettre des petits-enfants malheureux au monde, et il vaut mieux les laisser où ils sont. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux diffuser la contraception? Ah, ça, l'un n'empêche pas l'autre. S'ils l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors, il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après. Elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors, pourquoi qu'elles veulent le supprimer? C'est quand même être vivant, après tout. Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez? Je le garderai. Je prends les risques. Heureusement pour les Françaises, le texte est voté par la gauche et les centristes à fond. 2 semaines plus tard, le Sénat valide le tout. Et le 17 janvier 1975, la loi Veil entre officiellement en vigueur et est promulguée pour 5 ans dans un premier temps. Que contient-elle? L'avortement est autorisé en dessous de 10 semaines. 12 semaines d'aménorrhée. Cette intervention peut désormais être réalisée légalement par un médecin dans un centre hospitalier. Cette loi prévoit aussi un accompagnement psychologique et médical pour que les femmes qui subissent cette opération soient en pleine conscience de la situation. La loi légalise aussi l'IVG pour motif thérapeutique si la grossesse met en péril la femme ou le futur bébé, car jusque-là, ça aussi c'était interdit. Merci Madame Veil. Pas question pour Simone Veil de s'arrêter à cette victoire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les messages d'avertissement sur les paquets de cigarettes, le fait de ne pas avoir le droit de fumer dans certains lieux, ou l'interdiction de la publicité pour le tabagisme, c'est aussi Simone Veil. Notre ministre de la Santé préférée. Mais je ne vous apprends rien, sa vie politique ne se résume pas à cela. Simone Veil est aussi une grande politicienne européenne. Elle croit très fort en ce lien qui unit des pays pour le meilleur et contre le pire. C'est ainsi que le 17 juillet 1979, elle est élue présidente du Parlement européen. Une très très grande distinction qui la touche. L'autre grand événement de la journée, je vous le disais, c'est donc l'élection de Madame Simone Veil à la présidence de l'Assemblée européenne. Et je vous propose de voir maintenant ce qui s'est passé il y a à peine 2 heures à l'Assemblée de Strasbourg. C'était exactement à 21h30. L'annonce officielle de l'élection de Madame Veil, faite par la doyenne de l'Assemblée, Madame Louise Weiss, était aussitôt interrompue par un tonnerre d'applaudissements. Madame Veil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je félicite Madame Veil de son élection, lui adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Toute sa vie durant, Simone se sera battue pour ce qu'elle estime être juste. Et le Saint Graal l'attend en 2007. À l'âge de ses 80 ans, elle présente sa candidature à l'Académie française. Les immortels avec un I majuscule votent à la quasi-unanimité son accueil sur le fauteuil numéro 13. Des roulements de tambour, des habits verts et brodés, des épées et des discours. Depuis 1635, c'est comme ça sous la coupole quand on accueille un nouveau, salué le plus souvent pour son œuvre littéraire. Aujourd'hui, c'est un destin et la façon d'y faire face que l'on a salué. Simone Veil elle-même ne s'y trompe pas. N'ayant moi-même aucune prétention littéraire, tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez conviée à partager votre combat. Face au président et à 2 de ses prédécesseurs, face à une audience nettement plus émue qu'à l'accoutumée, c'est à Jean d'Ormesson qu'est revenu le discours d'hommage et d'accueil. Je pense avec émotion à tous ceux et à toutes celles
qui ont connu l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous entre ici avec vous. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Comme un ultime hommage à sa propre vie, elle fera graver son matricule de déportée sur son épée d'académicienne, le 78 651, aux côtés de la devise française et de la devise européenne, prenant son ultime revanche sur ce passé douloureux. Se retirant de la vie publique, Simone Veil laisse ce monde orphelin le 30 juin 2017, rejoignant son époux Antoine qui était parti depuis 2013. La légende raconte même que son dernier mot prononcé avant de partir serait « merci ». Si seulement elle savait à quel point c'est nous qui devrions lui dire ce mot. Cela dit, une semaine après son départ, un hommage national est rendu aux Invalides, l'occasion de lui dire, à notre tour, un dernier merci. C'est ainsi que tu attachais moins d'importance à nos résultats scolaires en dents de scie qu'à l'éthique de nos comportements ou à la qualité de nos réactions ou nos opinions dont nous devions toujours justifier. Et tu es devenue, en un peu plus de 40 ans, la mère de tant de Françaises et de Français qui t'ont choisi, j'allais dire adopté, pour seconde mère. Et au moment où vous nous quittez, je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, dont l'exemple, lui, ne nous quittera jamais. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Cet hommage national est l'occasion d'annoncer la grande nouvelle. Simone et Antoine reposeront très bientôt au Panthéon. Après un an de repos au cimetière de Montparnasse, les époux sont exhumés et déposés au mémorial de la Shoah, dont Simone a été la présidente pendant les années 2000. Le 1er juillet 2018, grand jour pour la France, Simone Veil entre au Panthéon. La nef du Panthéon, voilà, on y entre petit à petit. Ce solo de la violoncelliste que l'on a entendu tout à l'heure, Sonia Wider-Arterton. La famille de Simone Veil s'est réunie autour des cercueils pour entrer avec Emmanuel Macron à l'intérieur du Panthéon. La boucle est bouclée, un peu comme le logo de Must. Simone Veil, cette femme aussi douce que combattante, aura décidément eu une vie à 1000 à l'heure. De martyre à académicienne, elle est une très grande témoin de l'histoire avec un grand H. Merci Madame Veil, tout le monde peut le dire, tout le monde doit le dire. Les prisonniers, les femmes, les martyrs, les Européens, il n'y a pas un citoyen pour qui ne s'est pas battu Simone Veil, faisant d'elle un modèle pour le monde entier. Et cette semaine, la voix de cette dernière a d'autant plus résonné. 50 ans après son symbolique discours à la tribune de l'Assemblée nationale, le Congrès, promo 2024, s'est réuni au château de Versailles ce lundi 4 mars pour valider la constitutionnalisation de l'IVG sous l'œil attentif de Jean Veil, le fils d'Antoine et Simone. Preuve que le combat de Simone non seulement n'a pas servi à rien, mais surtout qu'il continue, progresse et aujourd'hui qui devient un droit inaliénable, l'occasion d'offrir à Simone Veil une standing ovation. Plus rien ne peut arrêter la marche du progrès. Nous sommes le 26 novembre 1974, il y a 50 ans. Après l'engagement de Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Souvenons-nous des mots qui résonnent et des insultes qui fusent alors dans l'hémicycle à son endroit. Barbarie, nazisme, génocide, four crématoire et tant d'autres. Malgré les injures, Simone Veil ne cède pas. Malgré les insultes et les menaces, Simone Veil ne plie pas. Aujourd'hui, le présent doit répondre à l'histoire. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, 50 ans plus tard, sous le regard de la famille de Simone Veil, que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ces insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil.
Et c'est aujourd'hui, vendredi 8 mars 2024, que le président a scellé ce droit dans la Constitution, une première mondiale et donc historique, faisant de cette journée des droits de la femme une journée d'autant plus importante et symbolique. Place à une femme d'un tout autre registre qui a connu notre Simone et qui va vivre un destin tragique dans la ville de Simone. Pour démarrer notre troisième histoire avec notre troisième héroïne, je vous donne un nombre, le numéro 13. Réfléchissez un peu à ce que ça peut correspondre dans la vie de notre nouvelle invitée, vous aurez la réponse dans très peu de temps. Quite heavily veiled in there. 29 juillet 1981, le monde entier est tourné, pour cette belle journée d'été, vers un mariage princier. Le mariage du siècle, celui du prince Charles et de Diana Spencer. Franchement les gars, citez-moi plus romantique et féerique que ce moment suspendu. Alors Aurel, excuse-moi de te calmer, mais ça, ce n'est qu'une vaste blague. En apparence, le mariage du prince de Galles est un conte de fées. Mais la réalité est bien plus terrible que ça. Diana épouse un homme qu'elle connaît à peine et qui nourrit une relation ambiguë avec une certaine Camilla. Un mariage de raison comme au Moyen-Âge, mais au temps des années 80 et devant les caméras. Alors en sachant ça, qu'est-ce qui a amené Charles et Diana à s'unir ? Dans les années 70, on s'inquiète de la vie amoureuse de Charles. Passé la vingtaine, il fréquente des femmes qui ne plaisent pas trop à la famille royale. Selon la famille royale, à cette époque, c'est, notez bien ça peut vous intéresser, hein, une femme d'un milieu aristocratique, bien sûr, célibataire, c'est mieux, non divorcée, là c'est carrément, on peut pas trop faire l'impasse là-dessus, et protestante, selon la tradition familiale. Le fait d'être amoureux, bon bah voilà, hein, ça passe au second plan, bienvenue au Moyen-Âge. En 1970, Camilla Parker Bowles et Charles avaient déjà essayé de s'unir, mais Lord Mountbatten, l'homme qui arrange les mariages de la famille royale britannique, refuse cette union car Camilla ne réunit pas l'ensemble des caractéristiques imposées pour devenir la future princesse de Galles. Bon, alors on cherche qui sera l'élu, car il est évidemment inconcevable que le futur roi de Grande-Bretagne papillonne ici et là à son bon vouloir. Casons Charlot une bonne fois pour toutes. Bon, cela dit, si Charles n'avait pas justement eu plusieurs plans et conquêtes, peu probable qu'il aurait rencontré sa future femme, car avant qu'on lui confie Diana, c'est avec sa grande sœur qu'il a eu une liaison, Sarah Spencer. Alors, arrivant à la trentaine sans être marié, il est sommé par la reine, la mère, de se marier. La première rencontre entre les deux se serait faite alors que Charles jouait un match de polo en plein été 80. Et c'est là que l'on lui fait la rencontre de Diana. Diana Charles, Charles Diana. Et à partir de ce moment-là, tout va très vite. Trop vite. Le palais de Buckingham annonce les fiançailles le 24 février 1981 pour un mariage qui aura lieu le 29 juillet 1981. Un an jour pour jour après la première rencontre entre Diana et Charles. Ça ne vous fait pas rêver, vous, hein, d'épouser un homme que vous avez rencontré un an auparavant. Et quand je dis un an, je ne vous parle pas de 365 jours ensemble, mais plutôt de ce qu'on a dit, de ce qu'a dit le boss tout à l'heure, 13. Eh bien oui, Diana et Charles ne se sont vus que 13 fois avant de se dire oui. On comprend un peu mieux le malaise régnant dans l'esprit du couple, qui n'en est pas vraiment un. Mais la machine est lancée, et plus personne ne peut reculer. C'est ainsi que le fameux 29 juillet 1981,
Charles, 33 ans, et Diana, 20 ans, tout juste, se disent oui devant 750 millions de téléspectateurs et une cathédrale Saint-Paul pleine à craquer des 35 000 invités. Bien que mal dans sa robe de mariée, Diana est adulée par le monde entier. Sa candeur et sa beauté font déjà d'elle une icône absolue. En cette raison, vous avez tous en tête l'image de celle qui devient la princesse de Galles, Lady Diana. Le mariage du siècle porte véritablement bien son nom. Rien ne dit par contre qu'il va réussir, mais ça, l'avenir nous le dira. La femme parfaite dans la famille royale, vous le savez, elle se marie et elle donne des enfants. C'est ainsi que le prince William naît le 21 juin 1982 et le prince Henri arrive 2 ans plus tard. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit le prince Henri, car c'est bel et bien son nom, même si tout le monde l'appelle le prince Harry. Là encore, derrière les murs de Buckingham, l'euphorie devant ces heureux événements est un peu en demi-teinte. Diana ne se sent pas bien du tout. À peine 21-22 ans, elle n'a pas du tout été préparée par cette médiatisation de sa vie et cette dévotion aux obligations royales envers le peuple. Elle souffre d'une terrible dépression qui l'amènera à plusieurs tentatives de suicide. La vérité, c'est que Diana est seule dans cette prison dorée. Malgré ce malaise profond, Diana ne manque pas à ses obligations de princesse de Galles, et c'est précisément grâce à ça qu'elle va aider à faire avancer des mentalités au moment où l'actualité est bien tendue. The Broderick ward of the Middlesex Hospital is the only specially designed AIDS ward in Britain. Today the hospital reckoned that the princess's visit was worth all the government propaganda put together. She met the staff and the 9 patients and shook hands with them all. But for the duration of the visit, the patients moved from their usual beds to side rooms because they refused to be filmed or interviewed. Only this patient agreed to a still photograph with the princess, and then only with his Avril 1989, le sida gangrène le monde et le monde craint les séropositifs. Le pire dans tout ça, c'est que lorsque vous êtes malade, non seulement on n'a pas de traitement, donc vous allez vers une mort certaine, et douloureuse en plus, mais vous n'avez pas la compassion des personnes. Pire, les gens ne vous touchent même pas sous peine d'acquérir, à leurs yeux, ce cancer gay, comme ils l'appellent. La meilleure manière de montrer aux gens qu'il n'y a rien à craindre, c'est encore de faire preuve de courage, et c'est finalement ce que va faire Diana en rendant visite à des malades du sida. Sur leur lit d'hôpital, qui deviendront pour beaucoup leur lit de mort, les malades reçoivent les mots et les gestes, la compassion de Diana. Elle leur serre la main, s'assied sur leur lit, montrant enfin au monde entier que oui, tout va bien pour elle, plus que pour eux, et qu'il est grand temps de s'occuper des vrais malades du sida, pour qui les heures sont comptées. Elle fera énormément changer l'opinion publique au Royaume-Uni, mais également dans le monde entier sur la question du sida. Et même si à cette époque il subsiste encore beaucoup de travail entre l'appréhension et le côté médical, c'est notre prochaine héroïne du soir, en salle d'attente de Must actuellement, qui aura sa grande part du gâteau dans l'histoire. Le sida ne sera pas le seul combat que mènera Diana. Elle rendra aussi visite dans le monde entier aux soldats victimes de mines explosives et deviendra également une ambassadrice du monde sourd britannique dans lequel elle s'initie à la langue des signes. Le tout, évidemment, en s'occupant de ces 2 garçons, en défilant dans les galas les plus prestigieux, les associations, avec les civils ou lors de grands événements. Pour tout cela, Diana représente la femme forte et moderne au service de la famille royale, mais donc pas vraiment la femme libre. Et vous savez ce qu'on dit, la liberté, ça se gagne. This is the first time in modern political history that the palace has had to announce the separation of the heir to the throne. But both the Prince and Princess of Wales went ahead with their engagements today, as if to show that they have continuing, albeit separate, roles to play. While the Princess was visiting a leisure centre in the northeast of England. C'est au début des années 90 que le monde connaît les déboires sentimentaux du couple. Déboires qui sont racontés et amplifiés par une presse people violente. D'un côté, Charles retrouve sa Camilla, et Diana convole avec quelques amants, quand bien même ils sont encore mariés. Pas besoin de vous dire que la reine fulmine comme une théière. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale fait autant parler de lui dans les médias et fait autant honte. Et manque de bol, ça tombe sur son fils premier-né, héritier du trône. En juin 92, le livre Diana, Her True Story
En français, Sa vraie histoire raconte à tous la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles. Scandale au Royaume-Uni. C'est le début d'une vraie grosse défiance vis-à-vis du prince Charles. En montrant à tous comment ce mariage truqué s'est fait, la famille royale prend un sacré coup dans la figure. Manigance, coups bas, cette année 92 est sans aucun doute la pire période connue de la famille royale. La reine Elisabeth elle-même la qualifie d'annus horribilis. À la suite des révélations du livre sur Diana, le couple se sépare en décembre 92 et le divorce est acté seulement 4 ans après, en 96. 4 ans pendant lesquels le divorce sera sujet à négociations économiques, mais aussi politiques, puisqu'en tant que mère des héritiers du trône, Diana ne peut être bonnement et simplement supprimée de la famille. Enfin libérée de ses contraintes et de ses titres, Diana peut à nouveau profiter de sa liberté après ce douloureux mariage raté d'une quinzaine d'années. Malheureusement pour elle, l'ex-princesse de Galles n'aura pas l'occasion de profiter de toute sa vie. Le destin tragique de Lady Diana, le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris. À 36 ans, Lady Di a trouvé la mort dans un accident de voiture en compagnie de son nouvel ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Leur voiture, poursuivie par des paparazzi à moto, roulait à très grande vitesse lorsque le conducteur en a perdu le contrôle. 31 août 1797, le monde se réveille sous le choc de cette terrible nouvelle. Diana est décédée dans un violent accident de voiture dans la capitale française en pleine nuit. Mais que s'est-il passé cette nuit-là ? De passage en France, Diana profite de quelques jours avec son nouveau compagnon Dodi Al-Fayed. Après un temps en Sardaigne, ils arrivent à Paris où une nuée de photographes paparazzi traquent la moindre photo, le moindre scoop à se mettre sous la dent. Après une délicieuse soirée au Ritz pour le petit couple, ils quittent le célèbre hôtel parisien par une porte secondaire et montent dans leur Mercedes avec Henri, leur conducteur, et Trevor, le garde du corps. La Mercedes démarre à minuit 20, mais les paparazzis sont fourbes et certains voient le petit manège de la porte secondaire et arrivent à tracer la Mercedes. Ils suivent la voiture. Henri-Paul, le conducteur, met le pied au plancher pour les semer dans un Paris nocturne. 3 minutes seulement après, le drame a lieu. La voiture s'engage dans le tunnel du pont de l'Alma à une vitesse comprise entre 118 et 155 km/h. Le véhicule tape d'abord dans le côté droit du mur du tunnel avant de finir sa course contre le 13e pilier du pont. Pour vous donner une idée du terrible drame, l'impact contre le pilier a eu lieu alors que la voiture roulait à 105 km/h. C'est comme si vous preniez un mur en béton en pleine 4 voies. Le choc est tel que Dodi et son chauffeur Henri meurent sur le coup. Trevor, lui, survit assez miraculeusement à cet accident, tandis que Diana est dans un état très préoccupant. Elle est très vite prise en charge avec délicatesse, puisque son cœur s'arrête plusieurs fois le temps de cette nuit. Elle est victime d'une hémorragie interne doublée d'une ouverture profonde de la veine pulmonaire. Après de nombreux massages cardiaques et quelques heures sur la table d'opération, ce que le personnel médical redoutait arrive. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. 4h25 du matin, 4 heures pile après l'accident, Diana est déclarée morte par le médecin de l'hôpital dans une conférence de presse devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le monde, au réveil de cette dernière journée des vacances d'été, est sous le choc. Cette touriste américaine dit qu'elle est très triste. Elle pense que Diana était une princesse gentille, qu'elle l'aimait beaucoup et que beaucoup de gens sont tristes aujourd'hui. Dès que j'ai appris la nouvelle ce matin, en allant chercher mon pain, j'ai tout de suite eu une pensée pour les 2 princes, bien évidemment. Bon,
Je ne vais pas tarder à aller à la messe et je vais les porter dans ma prière. Je crois que c'est la seule chose personnellement que je puisse faire. Il y a eu des fleurs ce matin, beaucoup de fleurs, des larmes, des femmes assez tristes et puis surtout un début de polémique parce que beaucoup des gens qui étaient là ne voulaient pas témoigner parce qu'ils étaient émus, mais d'autres ne voulaient pas s'adresser à la presse comme ce touriste anglais qui refuse de parler à la presse, qui la rend responsable. Or, dans le courant de la matinée, nous avons rencontré d'autres témoins qui eux disaient que finalement ils avaient vu une voiture, mais vous connaissez la fragilité de ces témoignages dans ces instants-là, vu une voiture qui n'était pas accompagnée de motards. En tout cas, il se passe ici, le plus beau témoignage que nous ayons recueilli est celui d'une femme israélienne qui disait qu'il n'y a pas de façon intelligente de mourir, mais que celle-ci était particulièrement stupide. William, 15 ans, et Harry, 13 ans, perdent leur mère cette nuit d'été 97, et le monde n'en croit pas ses yeux. Mais de la part de la famille royale, rien. Pas un mot, pas un drapeau en berne. Ce qui est prévu pour les funérailles n'est autre qu'une cérémonie des plus basiques. Mais le peuple somme la famille royale de mettre plus de cœur à l'œuvre. C'est tout de même l'icône Diana que l'on perd. C'est ainsi que le 6 septembre qui suit, ces funérailles ont lieu à l'abbaye de Westminster. C'est pas trop mon truc l'anglais. Une journée qui va finalement bel et bien bousculer les codes de cette grand-mère de famille. Le peuple britannique jette des fleurs sur le cortège qui passe devant pour lui rendre un dernier adieu à leur princesse. La famille royale descend auprès de leurs sujets pour discuter, recevoir des fleurs ou admirer celles qui sont déjà déposées. Le regard de tous se penche vers les membres de la famille royale pour guetter la moindre réaction. Comment rendre hommage à la femme qui a le plus bousculé la famille pour sa liberté de femme? Un geste dans cette journée restera. C'est celui de la reine Elisabeth II, geste tant attendu, qui au passage de la dépouille de Diana, s'incline devant elle comme une forme de respect envers elle. Et comme respect envers son peuple, qui réclamait une parole, la reine prend la décision de s'adresser à lui, à la télévision, lors de cette si triste journée. Des milliers de personnes se pressent sur l'avenue qui mène à Buckingham Palace pour écouter le discours tant attendu. À 18h, Elisabeth II s'adresse enfin à une nation déchirée et choquée par son silence. Le public est suspendu à ses lèvres. Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express the sense of loss. Elle a compris qu'à ce moment-là, il fallait qu'elle joue son rôle de reine. Il fallait qu'elle se présente en leader et qu'elle accepte de changer légèrement son image publique. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. Aujourd'hui, Diana continue de régner dans l'esprit de tous, et même si Charles et Camilla ont finalement été acceptés comme souverains britanniques par leur peuple, cela a été un combat lent d'acceptation pour la famille et pour tous les Britanniques. Quant à Diana, elle repose dans un domaine appartenant à sa famille, là où elle a grandi avant de se marier, à Althorp, un domaine majestueux où elle a été inhumée sur une île inaccessible au beau milieu d'un étang bordé par un mémorial en sa mémoire, qui est celui-ci visitable. Cela fait cette année 27 ans que Diana nous a quittés, mais elle reste pourtant l'icône qu'elle a toujours été. En à peine 2 décennies de célébrité, son charme et son histoire passionnent encore, à l'instar des dernières saisons de The Crown, la série Netflix qui dépeint l'histoire de la famille royale. Aujourd'hui, beaucoup pensent encore que Diana était victime d'un complot qui l'a amenée vers la mort. Mais au nom des femmes et des mères d'aujourd'hui, Diana fascine encore, même celles et ceux qui n'ont pas connu alors pour cet exemple de résilience. Merci madame. Le temps passe vite quand on est bien, le temps de vous dire que nous arrivons à notre dernière invitée de Must, et j'avoue avoir ma petite préférence, c'est une de mes stars préférées, et vous le dites pas, hein. C'est un cri du cœur face à la plaque qui porte désormais son nom. À Las Vegas, Lynn Renault n'a pas cherché à dissimuler son émotion vendredi. La demoiselle d'Armentières, bouleversée devant la Lynn Renault Road, la route Lynn Renault. C'est un immense bonheur, je ne peux pas vous dire, c'est indescriptible. Las Vegas a toujours été une part importante dans ma vie et une place spéciale dans mon cœur. Et je suis surtout très fière parce que ma rue est à côté de celle de Frank Sinatra, de Dean Martin. Dans les rêves les plus fous de Lynn Renault, inaugurer une rue portant son nom
à Las Vegas, c'était inespéré. Et pourtant, ça paraît être la moindre des choses pour cette star internationale, la plus américaine des Françaises et la plus française des Américaines. Commençons par le commencement. Et pour notre amie Lynn, ou plutôt encore Jacqueline de son prénom, pour qui l'aventure musicale commence jeune. Dès 1943, à l'âge de 15-16 ans, celle qui chante et danse dans le bar de sa grand-mère est déjà promise à un grand avenir. Et pour cause, puisqu'à la fin de la guerre en 1945, elle monte à Paris et se lance dans le music-hall à 17 ans et se produit notamment au Folies Belleville, un ancien café-théâtre parisien, adepte des artistes de music-hall. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle va faire la rencontre de sa vie. Le 8 septembre 1945, première rentrée d'après-guerre, elle fait la rencontre du compositeur Loulou Gasté, de 20 ans son aîné. Outre le coup de foudre, il décide de prendre sa carrière en main en lui demandant de choisir un nom de scène parce que bon, Jacqueline Roy, ça sonne pas très star. Elle décide alors de s'appeler Lynn Renaud, en hommage à sa grand-mère Marguerite Renard, remplaçant au passage une lettre. A Star is Born, en quelque sorte. En 1946, Lynn commence à vivre de la musique, notamment en live sur Radio Luxembourg, aujourd'hui RTL, mais aussi en signant avec des maisons de disques, et pendant 10 ans, elle va sortir des tubes repris partout, tels que Macabane au Canada, Étoile des Neiges, Parcelle des Bronzés, même si ça vient bien de là, ou encore Mademoiselle from Armentières, hommage à sa ville natale et chanson qui traverse l'Atlantique. Elle peut notamment compter sur son loulou, qui écrit une partie de ses chansons, et avec qui elle se marie en décembre 1950. À côté de ça, Lynn s'essaie notamment au cinéma et interprète quelques rôles dans des films français qui font minimum 2 millions de spectateurs. Ce n'est pas le top du box-office à l'époque, mais cela suffit pour elle à se faire remarquer du grand public. Ce brillant début de carrière amènera Lynn sur la scène du cultissime Moulin Rouge en 1954, où elle fait salle comble, et c'est justement là que tout s'apprête à changer pour notre star. Lors d'une nouvelle grande soirée au Moulin Rouge, elle est repérée par un spectateur de renom, Bob Hope. Acteur, danseur, animateur de radio, de télé, écrivain, boxeur, humoriste anglo-américain et même animateur 19 fois de la cérémonie des Oscars, un CV très très riche, autant vous dire qu'être vu et intéressé par lui ne peut être que très bon signe. Et c'est exactement ce qui va arriver pour notre Lynn. Bob Hope lui propose une place dans son émission de télévision américaine. Alors je ne sais pas ce que je ferais ou où j'en serais à 26 ans, mais à la télévision américaine, c'est quand même assez peu probable. Alors lorsqu'une proposition comme celle-ci arrive, eh bien on réfléchit vite et on s'en va courir prendre un billet pour une transatlantique, et c'est comme ça qu'on arrive aux États-Unis. Lynn signe des contrats qui l'amènent devant la caméra de télévision, mais pas que, puisqu'elle se retrouve également sur les plus grandes scènes des plus grands palaces de Los Angeles et de New York. La petite Française séduit tous les Américains, mais elle n'oublie pas les Français, puisqu'elle continue en parallèle de sortir des singles et des chansons en France et en français. Cette dualité unique se raréfie aujourd'hui pour les artistes de nos jours, et si elle est aussi présente dans un pays, elle l'est également dans l'autre. On se demande bientôt si elle n'a pas une sœur jumelle qui bosse à sa place. Mais bientôt, ce talent ne suffira plus à New York ou à Los Angeles en tant que chanteuse. La chanteuse à succès devient bientôt la grande meneuse de revue. Un job totalement différent et finalement assez similaire. Elle le débute en 1960 d'abord à Paris, au non moins célèbre Casino de Paris, rien que ça. Et c'est d'ailleurs la même année à la télévision française qu'elle nous fait découvrir un nouveau visage. Eh bien, ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. Vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est Monsieur Oui, non? C'est Monsieur Oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Alors, si vous... C'est moi qui vous pose posez-moi des questions. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors c'est un produit moitié français, moitié américain.
Et la chanson qu'il vient de chanter, laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère, non? Pourquoi ça vous intéresse, les filles? Vous n'avez pas vu tout à l'heure ce qu'il faisait avec Comment? les J'ai filles? pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui Il a ou dit non. Il a dit bien bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr, voilà. De là à dire que Johnny Hallyday doit sa carrière à Lynn Renault, ce serait un peu gros. Mais en tout cas, elle lui offre l'occasion de montrer à la France entière son talent déjà très présent. En parallèle de tout ça, Lynn continue son job de meneuse de revue au Casino de Paris. Et comme pour la première fois, c'est lors d'un spectacle qu'elle est repérée. Mais cette fois-ci pour ne pas jouer dans la même cour. En 1963, Lynn Renault est engagée au Dune, hôtel casino phare de Las Vegas où elle devient la star du lieu. L'occasion pour elle de devenir amie avec Frank Sinatra ou Liz Taylor. Rien que ça. Mais mieux encore, Lynn fait la rencontre de Nate Jacobson. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, c'est l'homme qui est à l'origine du Caesars Palace de Las Vegas. Endroit extraordinaire qui ouvre en 1966, la même année où Lynn Renault y est engagée. Alors si vous pensez que le Caesars Palace est avant tout la salle de spectacle dans laquelle Céline Dion a fait craquer les murs pendant à peu près 15 ans, figurez-vous que c'est encore plus impressionnant que vous le pensez. Le Caesars Palace, c'est 3349 chambres réparties sur 5 tours, une architecture à la Astérix le domaine des dieux, mais bon là en vrai, une galerie marchande de 160 boutiques, un parking tellement grand qu'il a pu accueillir des grands prix de Formule 1 dans les années 80, 15 restaurants, une discothèque, un casino qui s'étale sur 12 000 m², c'est à peu près 2 Roison Park, une chapelle de mariage, une salle de sport, et cet hôtel donc qui, lorsqu'il est réaménagé, peut permettre d'accueillir des combats de boxe, des matchs de hockey, enfin voilà. Et puis si cela vous suffisait pas, le palace accueille des stars comme Elton John, Céline Dion, Sting, Adele, Rod Stewart et j'en passe. Lynn n'a pas connu tout ce beau monde et toutes ces commodités à l'époque, mais elle a bien connu la chambre du patron Jacobson, car avant d'être une artiste, Lynn est une femme libre dans son corps et dans son esprit. Elle passera 18 ans avec lui dans une histoire aussi passionnée que passionnante. Et pendant toutes ces années, elle sera la star française des Américaines, tout en continuant encore une fois sa carrière française pendant la décennie 70. Mais à l'approche de la décennie suivante, 80, le monde entier s'apprête à être frappé par un mal inconnu dont nous avons déjà parlé précédemment. Lynn est frappée par des reportages divers et variés montrant des gamins hémophiles chassés de leur école. Et peu de temps après, son amie Elizabeth Taylor organise un gala au profit de la recherche médicale pour le sida. Lynn n'hésite pas une seule seconde et fonce à ce gala comme de nombreux autres artistes hollywoodiens et pour cause. Le monde du show business est particulièrement touché par cette maladie. Alors que les États-Unis se mobilisent, en France, rien du tout. Et pourtant, il y a urgence. Le virus touche massivement et au fur et à mesure, les symptômes provoquent de terribles dégâts. Perte de la vue, amaigrissement morbide, fièvre, pneumonie et s'ensuit une mort certaine dans des conditions abominables. Et d'ailleurs, le 2 octobre 1985, Le Monde apprend une terrible nouvelle. Good evening, I'm Roger Grimsby. Here now the news. Actor Rock Hudson dead. His year-long battle with AIDS at an end. He was 59. Hudson died quietly in his sleep this morning at his home in Beverly Hills. He was found dead by members of his household staff. Rock Hudson, le gendre idéal des belles-mères, l'homme à femme, l'un des acteurs les plus sexy et désirables, meurt du sida. En plus de s'être fait voler son coming out par la presse, suite à l'annonce de sa séropositivité, il se fait voler sa vie en à peine quelques mois. Pour lui rendre hommage, Lynn Renault est invitée sur le plateau de 13h et y fait un passage remarqué. Elle comprend l'urgence de la situation et appelle la France à se mobiliser comme les Américains le font. Mais si vous pensiez que Lynn a fait sale comble comme à chaque fois, cette fois-ci, le monde a été un peu plus réticent. Dans l'après-midi suivant son intervention au JT, ses amis l'encouragent à organiser son propre gala, en France cette fois-ci, au profit de la recherche pour isoler et combattre le sida. Elle reçoit d'un côté le soutien de personnalités publiques et amies comme Nana Mouskouri, Raymond DeVos, Thierry Leluron, Michel Leb, Jacques et Bernadette Chirac ou encore Dalida.
Mais de l'autre, elle se prend quelques portes à la figure, comme les publicitaires qui refusent de subventionner des aides pour la recherche, et de nombreuses salles de spectacle qui refusent d'héberger un gala. On en a déjà parlé avec Lady Di, mais la défiance envers les séropositifs est terrifiante à l'époque, traduisant à la fois la peur et en même temps la bêtise humaine de certains vis-à-vis des malades. En 85 donc, elle fonde l'association des artistes contre le sida. Et le 25 novembre, c'est au Paradis Latin qu'a lieu le tout premier gala français contre le sida. Est-ce que c'est une cause qui vous touche? Mireille, est-ce que c'est une cause qui vous touche? Pardon? Est-ce que c'est une cause qui vous touche? Bien sûr, ça se concerne tout le monde est concerné. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Si tout le monde s'y met, oui, bien sûr, il faut que tout le monde se donne la main. Merci. Alice, voilà, ici. Voilà. Merci. Je pense qu'un artiste peut faire quelque chose, Linda? Est-ce qu'une artiste peut faire quelque chose contre une maladie comme la sida? Faire quelque chose, apporter ce que je peux apporter personnellement. Je laisse le soin des grands experts, mais tout ce que je pourrais faire dans mon aide personnelle, je le ferai avec grand plaisir. Liz Taylor, Audrey Hepburn et même Simone Veil, la fameuse, font partie de la soirée et de la longue liste d'invités. Et la soirée permet de récolter 1 million de francs. Alors sur le plan événementiel, c'est un succès, mais sur le plan des besoins scientifiques, ça reste quand même très léger. Le montant est super, mais ça ne suffit pas, on reste encore loin du compte, et soyons honnêtes, m'excuserez du terme, Lynn se fait complètement chier dessus. Elle reçoit des messages haineux, des lettres d'insultes, pour la seule raison est d'avoir organisé un gala venant en aide aux séropositifs. Mais Lynn ne se laisse pas faire, elle est plus forte que cela et consciente de la situation très dramatique, elle fait un passage remarqué dans une nouvelle émission, cette fois-ci celle de Pierre Melmar, intitulée « Au nom de l'amour ». Les témoignages se succèdent, les demandes d'aide à récolter des fonds aussi, et Lynn organise ainsi, grâce à son association, de nombreux spectacles. Mais la portée reste minime puisqu'elle s'adresse à un public restreint dans une salle de spectacle à Paris. L'idée d'organiser un événement majeur encore plus important naît dans l'esprit de toutes les associations qui luttent contre le sida. L'association des artistes, portée par Lynn, n'est effectivement pas la seule à l'époque à porter cette cause, puisqu'elle est aux côtés de Aide à IDES, association née en 84, ou ARCAT datant de 85. On pense aussi à ACT UP, association davantage militantisme, qui propose des symboles forts pour alerter l'opinion, les médias, les politiques sur la situation qui prolifère et dont tout le monde semble se foutre globalement en France. Et d'ailleurs c'est à ACT UP que l'on doit l'encapotage de l'obélisque de la Concorde avec un énorme préservatif rose le 1er décembre 93, vous avez peut-être l'image en tête. Militer à 4 associations, c'est bien. Mais l'idée de créer une synergie positive et un mouvement ensemble naît dans l'esprit de ces associations. Et c'est ainsi que le 17 février 1900,
94, ARCAT, ACT UP, Aide et Artistes contre le sida fondent l'association Ensemble contre le sida, après presque 10 ans de combat. L'association nouvelle est accompagnée de professionnels du milieu scientifique et médical pour gérer les fonds récoltés et organiser des programmes de recherche. Notre ligne devient alors vice-présidente de cette association, qui est en fait l'autre nom de l'actuelle SIDAction, née donc il y a 30 ans cette année. Les fonds restent, vous vous en doutez, un problème majeur pour cette nouvelle association. Le SIDAction décide de frapper fort. Et le 7 avril 1994, un événement unique à la télévision française. C'est assez étonnant. 1994, toutes les chaînes de télévision françaises pour une première mondiale. Une émission sur le sida. Et ça s'active au Zénith. Parce que ce soir à 20h50, plus le droit à l'erreur. Tout le monde va nous regarder. Ah, ça c'est Jérôme Rebon, c'est le réalisateur. Dis donc Jérôme, c'est quoi cette soirée au juste? C'est une émission d'information. J'entends parler partout que c'est un show. Non, je crois que c'est pas un show. Il y a des passages de temps en temps parce que le sujet est très grave. Les reportages sont parfois lourds et qu'il y aura de temps en temps des variétés pour alléger un peu toute la soirée. Ah bon, il y aura aussi des chanteurs, mais il paraît que la soirée coûte cher, ça veut dire qu'il y a du monde et beaucoup de techniciens. Ça, c'était un travelling. Alors Jérôme, c'est pas trop dur? Non, tout va bien. Comme ce genre de grande soirée, ça prend beaucoup d'énergie, mais je crois que tous les gens qui sont là, qui travaillent sur cette émission, ont beaucoup de cœur. Ils font ça vraiment avec amour et il y a une équipe formidable à travers toutes les chaînes. Je crois que là, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Je m'appelle Barbara et j'ai 19 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon plus âgé. J'ai été séduite par son originalité. Malheureusement, il m'a transmis le virus du sida. Il se savait séropositif, mais par négligence ou par peur de me perdre, il ne m'a rien dit. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. L'annonce de ma séropositivité a totalement bouleversé ma vie. Désespérée, pensant être proche de la mort, j'abandonne le lycée. À quoi bon continuer si tout est perdu d'avance? Malgré un entourage familial extrêmement attentif, je m'excluais moi-même peu à peu. Mal informée et par peur de gêner les autres, je lavais mon linge et ma vaisselle séparément. Vinrent ensuite les longs mois d'intense désarroi. J'ai essayé plusieurs fois d'en finir avec la vie. Puis un jour, j'ai fait la connaissance d'une personne qui consacrait l'essentiel de son temps à lutter contre le sida. Cette rencontre a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je dépense beaucoup de mon temps à aller dans les lycées, les entreprises et tous les lieux où l'on m'accueille pour délivrer mon témoignage sur la maladie. Je me sens le devoir de soutenir tout ce qui peut aider à diminuer l'extension du sida. Et si jamais mon témoignage empêche une seule personne d'attraper ce satané virus, ou si ce témoignage empêche l'exclusion d'une seule personne contaminée, ou s'il permet à un seul malade de retrouver un peu de joie et d'espoir, alors ma vie aura un sens. Et je tiens à remercier 2 personnes, Marie-Thérèse Lapère et Éric Chapeau. Une émission de 6 heures diffusée sur 6 chaînes pour à la fois récolter des dons, mais aussi et surtout pour enfin concerner les Français à cette histoire. Lorsque l'émission Tous contre le sida de ce soir d'avril 1994, la France est le pays le plus touché d'Europe, l'un des plus silencieux. Un lien de cause à effet selon Christophe Martet, membre actif d'ACT UP Paris. Cette soirée va notamment reposer sur un geste fort. Voilà. Alors on parlait évidemment des pratiques à risque. La pratique à risque au jour d'aujourd'hui, c'est d'être simplement non porteur d'un préservatif. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques à risque maintenant. Il n'y a plus de groupe à risque et la contamination, bien évidemment, ne peut s'éviter qu'en portant un préservatif. Et les autres contaminations, les autres pratiques, c'est-à-dire le baiser, le serrement de main, etc., on ne le répétera jamais assez, ne contaminent pas. Vous voulez dire quelque chose, Clémentine ?
Oui, enfin, c'est une bêtise, c'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis le début. Parce que, après tout, on est là pour s'unir. Les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà. Est-ce que j'ose? Il a de la chance, le monsieur. C'est un vrai. Et je suis sûr que dans 3 mois, elle sera toujours négative. La démago et l'héroïne et tout ça, c'était juste une envie que j'avais. Voilà. Uniquement pour que tout le monde comprenne enfin que je ne suis pas contagieux, je suis éventuellement C-transmissible. L'actrice Clémentine Célarié qui embrasse un séropositif. C'était il y a 30 ans cette année, et tout le monde se rappelle de cette séquence, que nous l'ayons vécue ou non. Elle montre à la France entière et aux 23 millions de téléspectateurs que, oui, embrasser un séropositif ne donne pas le sida et qu'il faut leur venir en aide plutôt que de craindre les maladies du sida. Elle fait en quelque sorte le geste que tout le monde attendait en France et que Lady Di a donné à travers le fait d'aller voir, discuter et serrer la main à des malades. La soirée du SIDAction est un immense succès et ne connaîtra d'ailleurs jamais d'équivalent pour l'association comme pour toute autre cause. 300 millions de francs sont récoltés ce soir-là, soit l'équivalent de plus de 72 millions d'euros aujourd'hui. C'est comme un téléthon finalement, mais ce fut en l'espace de 6 heures que tout ça a été récolté. Le téléthon, c'est 35. Lynn Renaud a enfin gagné son pari et son combat. Un pari qui aura mis 10 ans à se mettre en place, mais un pari payant. Et en 2024, le combat continue. D'ailleurs, lors de l'édition 2021, tout le monde a décidé de rendre un vibrant hommage au combat de Lynn Renaud contre le sida lors d'une édition spéciale et symbolique au Paradis Latin, la fameuse salle qui a accueilli les premiers SIDAction lorsqu'il ne s'agissait encore que des galas de charité entre stars. C'est dans les années 80 que la connaissance de ce terrible fléau vous parvient, Lynn. Parce que j'étais aux États-Unis et que j'ai vécu le sida arrivant là-bas. Et donc, en voyant tout ça, en assistant au gala des artistes organisé par Elizabeth Taylor, je me suis dit, la même chose va arriver en France. Le bon comme le mauvais traverse l'Atlantique et je vais devoir mettre ça en route. Mais pas moi. Je pensais pas à moi parce que je devais repartir aux États-Unis pour jouer ma pièce. Donc, j'ai dit, il faut que les artistes français fassent ça. Et les artistes m'ont appelé et m'ont dit « tu le fais toi ». Donc pour en parler, ce sont les médias et c'est pour ça que nous avons fait ici, au Paradis Latin, le premier gala où Elizabeth Taylor est venue, Audrey Hepburn. Je vois pas qui c'est. Ouais. Alors justement, il y en avait beaucoup des artistes et parmi eux, il y en avait une qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup, qui est Nana Mouskouri. Et Nana, eh bien, c'est avec sa voix que nous allons retracer ces premiers moments de votre combat contre le sida. De retour des États-Unis où tu as assisté à un gala organisé par Elizabeth Taylor pour la lutte contre le sida, te vient l'idée de réunir toi aussi les artistes français. Galvanisé par leur soutien, tu crées le 26 octobre l'Association des artistes contre le sida. Je voulais vous remercier tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Le premier gala ne se fait pas attendre. On projette 5000 nouveaux cas dans les 2 ans. Pour soigner les futurs patients, il va falloir de l'argent, et vite. Artistes et politiques répondent à l'appel. Et tu réalises un coup de maître, faire venir Elizabeth Taylor spécialement pour l'occasion. J'étais assise face à elle, Jacques Chirac et Audrey Hepburn lors du dîner. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. La soirée se passe à merveille, mais tu n'es qu'au début de cette bataille.
Bien consciente qu'il faut informer les Français pour enrayer l'épidémie, moins de 3 semaines plus tard, tu sollicites les chaînes de télévision. Et pour la première fois, une émission est consacrée au sida. Et qui mieux que ce cher Pierre Bellemare, un poil autoritaire, pour convaincre les Français de faire des dons. 6 millions de francs. Est-ce possible? Est-ce démesuré? Vous allez donc maintenant, s'il vous plaît, prendre l'enveloppe. Et puis bien sûr, vous allez mettre dedans votre chèque de 30 francs. Ou plus, bien sûr. Déjà, les stars de l'époque sont mises à contribution. Aujourd'hui, il y a le sida et les chercheurs français ont besoin d'argent. C'est notre devoir de les aider. Hommes, femmes et enfants, nous sommes tous concernés. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande d'être généreux. Ce soir-là, Lynn, tu ne savais pas si le public allait te suivre dans ce combat. C'est avec une joie à peine dissimulée que tu découvres le montant des promesses de dons des téléspectateurs. Nous avons donc actuellement 2,5 millions de francs. Voilà. Merci à tous. Et je fais une bise pour vous, pour Lynn. Hein. Je fais une bise à Lynn de votre part à tous. J'en suis troublé. Voilà. C'est ce qui est formidable avec vous, c'est que justement vous avez le moral pour les autres. Tout le Je temps. crois à la puissance de la pensée positive. Grâce à ta devise, ma chère Lynn, tu vas soulever des montagnes. Ma très très chère Lynn, quelques mots d'abord pour te remercier, pour te dire combien je t'admire, combien je t'aime, et tu as réussi, parce que jamais personne n'a dit non à Madame Lynn Renault. Merci beaucoup pour tout. Je vous embrasse avec tout mon cœur. Grâce aux dons récoltés chaque année, on ne meurt plus du sida. On vit avec. Et cela grâce aux actions en France de Lynn Renault qui a permis l'importation difficile mais finalement efficace d'une association de lutte contre le sida. Alors pour ce beau combat et ces 1000 vies, merci madame. Et parce qu'au-delà de l'hommage qu'on lui rend ce soir de son vivant, c'est aussi ici l'occasion de vous rappeler de faire attention, comme dirait Christophe de Chavannes, de sortir couvert. Et bien voilà, c'est sur cette belle dernière histoire que s'achève notre must si spécial. En effet Aurel, il nous tenait très à cœur de rendre hommage à ces femmes qui ont changé le XXe siècle. Mais à travers ces 4 portraits uniques, c'est à toutes les femmes du monde que l'on dédie cette émission. Nos invités de ce soir ont toutes connu un destin exceptionnel. Mais pas besoin d'être ministre de la Santé ou meneuse de revue pour être une grande femme. L'idée de ce podcast est d'inspirer le monde par ces histoires de vie inégalables en espérant que vous aussi, il vous inspirera pour devenir la meilleure version de vous-même, que vous soyez une femme ou un homme. Mener des combats est l'affaire de toutes et tous, et nos héroïnes du jour l'ont prouvé en se battant à elles toutes seules pour des milliers de personnes en France et dans le monde. Merci la Queen de m'avoir accompagné dans ce doc passionnant. Et merci à toi Aurel, car j'ai entendu dire que la bataille continue, et notamment celle du SIDAction. En effet, cette cause nous a tellement touchés entre le must sur l'homosexualité de l'année dernière, toujours disponible en replay, et celui-ci avec Lady Di et Lynn Renault, qu'on a décidé d'en parler un petit peu plus en détail. Et sur ATV, on va prendre part au combat. Alors, pour fêter les 30 ans des actions du SIDAction, on vous a préparé une chouette émission des experts. Ce sera la 105e du nom et nommée de notre emblématique slogan « Pas de sexe sans latex ». L'occasion de parler de sexe, d'amour, de protection, car c'est un petit peu tout ça à la fois le SIDAction finalement. Et c'est la clé de voûte de toutes les batailles. Rendez-vous donc le samedi 30 mars à 21h sur ATV sur YouTube pour cette émission inédite avec Maëva la Queen que vous connaissez et Antoine qui fera son grand retour dans les experts qui vont à eux deux allier leurs forces pour gagner de l'argent au profit du SIDAction. Et puisque j'en parle, je vous donne la news également, c'est que une semaine avant, les 22, 23 et 24 mars, ce sera le week-end de bataille du SIDAction et ce sera l'occasion de fêter les 30 ans et de l'association et de la toute première émission avec le baiser de Clémentine Célarier, ce qui promet un bel événement. Merci encore Aurel, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux récits dans Must. Et d'ici là, selon la formule consacrée, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde!